Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Marion Blic, vous êtes psychologue clinicienne et auteure du livre « J'arrête les relations toxiques ». Aujourd'hui, on se penche sur un sujet épineux. Comment faire le tri entre ses amis pour savoir avec qui partir en voyage ? Car être proche avec quelqu'un ne garantit pas forcément que les vacances se passent bien. Alors comment s'assurer que nos vacances ne tournent pas au vinaigre ? Moi, je pense qu'il faut choisir des amis, parce qu'il y a des bons amis qui sont pas des bons candidats au voyage. Et aussi, je pense qu'il y a des gens qui sont très différents en voyage de ce qu'ils sont dans la vie habituelle. Peut-être faire des petits voyages sur un week-end ou avant de s'embarquer sur un plus long voyage ou des vacances d'un mois. Ça doit être des gens avec lesquels on s'entend bien, qui sont relativement cool et ouverts et souples. Parce que dans les voyages, il y a toujours des imprévus, des aléas, des annulations, et faut pas que les gens soient trop râleurs ou négatifs. Il faut pouvoir s'adapter. Le voyage nécessite une adaptation, même si on a complètement tout organisé avec des réservations. Il n'y a pas de voyage sans imprévu. Donc des gens qui gèrent l'imprévu de la vie sans trop se rigidifier ou râler ou blâmer et qui restent connectés à vous. Donc je pense que ce sont des qualités essentielles. Pourquoi certains amis se révèlent une fois en vacances ? On les pensait généreux, ils sont radins, on les pensait énergiques, ils sont paresseux. Absolument. Et il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui veulent aussi voyager pour justement s'ouvrir, s'éclater, découvrir, être aventuriers alors qu'ils ont une vie un petit peu tranquille et pépère ou des boulots un petit peu monotones ou moroses ou enfermés dans un bureau. Et donc, ils sont tout à fait différents en voyage. Ils veulent faire plein de choses. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui sont tout à fait à l'aise et qui ont l'air aventuriers et ouverts, qui, en fait, en voyage, il y a d'autres parts plus méfiantes ou plus angoissées, anxieuses, et donc contrôlantes, qui se révèlent et même en couple, hein, ça, on le fait. Quand on commence à connaître quelqu'un en couple, les voyages sont toujours importants parce qu'il y a d'autres parts de nous et des autres qui se révèlent. Donc, je pense que c'est pas mal avant de s'embarquer dans une grande, un temps très très long, de faire un petit essai. Est-ce que le voyage crée aussi une forme de perte de repères qui change les gens ? Bien sûr, parce que le voyage est fait justement pour découvrir un pays, une culture, un lieu, mais aussi se découvrir. Nicolas Bouvier disait, on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait. Et c'est vrai qu'un voyage nous transforme, même un week-end nous transforme si on se laisse être influencé ou impacté ou touché par des lieux, par un paysage, par des gens, par une culture, par une langue. Donc c'est un dialogue avec un autre environnement. Et il y a des gens qui adorent ça, qui se révèlent justement dans ces moments-là. Et puis il y a des gens pour lesquels c'est difficile. La perte de repères, la découverte, être dans tout ce qui est nouveau, en particulier quand il y a une langue qu'on ne connaît pas, on est vulnérable. Le voyage doit nous rendre vulnérables dans un sens. C'est pour ça qu'on voyage. On va être vulnérable, on n'a pas les repères, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le contrôle, on est soumis à des gens qui conduisent nos taxis, qui font voler nos avions. Et à partir du moment où on met le pied dans un taxi ou un Uber pour partir à l'aéroport, on a déjà lâché le contrôle et la vie ne va pas être aussi prévisible. Et les gens qui voyagent en bétonnant tout, je pense qu'ils ratent la beauté, les bienfaits, la richesse des voyages. À l'inverse, comment savoir qu'il ne faut surtout pas partir avec une personne, même si on l'apprécie ? Il y a des amis que j'adore, mais en voyage, on est tellement différents que ça va pas marcher. Donc on n'est pas obligé de voyager avec tous ses amis. Et tous ses amis ne sont pas de bons compagnons de voyage. On a aussi des rythmes différents. Il y a des gens qui sont du matin, donc à 7 heures, ils sont déjà dans la piscine en train de faire des longueurs. Il y a des gens qui à 2 heures du matin, ils sont à la disco en train de danser. Donc, on peut être amis avec ces gens-là, mais peut-être pas vivre avec eux ni voyager avec eux. Il y a la loi du groupe, il y a la loi du groupe, même si c'est 2 couples ou 3 couples, il va falloir
s'harmoniser sur l'autre, avoir suffisamment d'empathie et d'amitié et d'amour pour l'autre et d'affection pour aller manger thaï, même si on n'aime pas le thaï. Je veux dire, va y avoir des compromis, va y avoir des préférences qu'on va adoucir ou même annuler en soi, parce que on veut le bonheur du groupe. C'est un petit peu comme ce qui se passe en famille, si vous voulez. On va faire des activités avec les enfants parce que ça fait plaisir aux enfants, ça fait pas toujours plaisir à nous, hein. Mais il va falloir être généreux, ouvert et vouloir que ça marche, avoir cette intention de fonctionner ensemble. Sauf qu'entre compromis et frustration, il n'y a parfois qu'un pas. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut être avec des gens où tout le monde est à l'écoute. Parce qu'il y a des gens qui veulent contrôler, qui veulent avoir le pouvoir et qui vont imposer aux autres. Et il y a aussi des gens qui imposent par défaut, c'est-à-dire ce que j'appelle les passifs agressifs, c'est-à-dire tout le monde, rendez-vous, on va faire les boutiques, rendez-vous tous à 4 heures sur la place publique. Et il y a ceux qui font leur boutique et qui arrivent à 5h30 et tout le monde poirote pendant 1h30. Et il y a des gens qui n'ont pas la notion de groupe parce que ils étaient en train d'essayer des vêtements, ils ont oublié ou ils s'en foutent. Donc si vous voulez, il faut quand même qu'il y ait des gens qui jouent le jeu du groupe. Et c'est vrai, comme vous dites, il y a un faible pas entre s'adapter et se sacrifier. Et là, on fait de mauvaise fortune bon cœur, ou on s'adapte parce que ça nous fait plaisir que l'autre ait du plaisir, ou l'autre se fasse plaisir. Mais il faut, je pense, cette ouverture de cœur il faut de la tolérance. Est-ce que le secret de l'harmonie lors des vacances entre amis, c'est pas finalement de se séparer, de partir ensemble sans tout faire ensemble? C'est ce que font très souvent les gens, hein. Et puis c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment des vacances cool, relax, ils ont pas trop envie d'excursion et ils partent avec des gens qui veulent découvrir les ruines de tel pays. Et donc je pense qu'il y a des jours où les gens font faire des excursions et les autres restent autour de la piscine. Et je pense qu'il faut des modules, une modulation de temps ou d'activité, un peu comme un banc de poissons, si vous voulez, qui se sépare autour d'un rocher, qui se retrouvent ensemble ayant vécu des expériences différentes, mais heureux de se retrouver pour reconstituer le groupe. C'est un art, la vie en groupe, hein. Et la plupart des gens sont individualistes. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est les personnalités des gens, qui va d'ailleurs avec les styles d'attachement. Il y a des gens très extravertis. Et d'ailleurs, on le voit, on s'assoit dans l'avion et tout de suite, ils commencent à vous parler, vous raconter où ils vont, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et c'est des gens qui vont avoir besoin de contact, de discuter, de papoter, de vous montrer leurs photos, ils vous font rentrer dans la vie. Malheureusement, ils rentrent dans la vôtre aussi. Malheureusement, si vous n'êtes pas extraverti. Et c'est des gens qui vont butiner, qui vont aller au contact parce que, comme des téléphones portables, ils se rechargent, les extravertis se rechargent dans le contact. Contact dans un magasin, parler un peu à tout le monde, regarder tout, rentrer, on est curieux, on voit une porte ouverte, on rentre dans une cour intérieure. Il y a des gens qui sont très extravertis et ils sont heureux comme ça, ils se chargent comme ça. Mais si vous avez des introvertis dans le groupe qui se déchargent, eux, dans le contact, dans trop de variété, dans trop d'interaction avec l'autre, il va falloir aussi des temps de retrait et poser des limites. Les introvertis se rechargent dans leur chambre, dans le silence, dans le calme, parce que c'est leur façon de se recharger. De nouveau, c'est pas un qui est bien et l'autre est pas bien, c'est deux façons de fonctionner très différentes. Et dans les groupes, il y a toujours des extravertis et des introvertis. Donc, il va falloir avoir ces temps de recharge et devoir poser des limites, parce que quand un introverti est en train de commencer une sieste au bord de la piscine et que Madame Bavarde arrive et s'installe près de lui en disant « alors hein », je veux dire, il va falloir poser des limites. Et donc, qui dit pose de limites, dit frustration ou peut-être même conflit, désaccord. Ça veut pas dire qu'on est rigide, mais ça veut dire on protège son besoin, les besoins de repos, les besoins de silence, les besoins d'autonomie, hein. Vous partez tout seul et puis je peux venir avec toi, hein. Tous les groupes, tout le temps, ça se passe. Et comment dire, tu sais, là, je voulais vraiment aller me faire une balade tout seul pour me recharger un petit peu. Donc comment refuser une demande de contact sans blesser l'autre? Donc, ça veut dire beaucoup de transparence et beaucoup d'explications, hein, que les gens ne prennent pas personnellement. Le rythme, le budget, est-ce qu'il faut systématiquement en discuter avant le départ? Totalement. Moi, je pense qu'il faut en parler en amont.
On va faire une excursion, on part en voyage. Quel est votre budget avion, votre budget voyage? Les gens peuvent voyager dans des classes différentes, mais il va y avoir quand même toujours ces fameux restaurants ou excursions ou pour boire ou achat de boutique. Je veux dire, il va falloir parler de tout ça parce que s'il y a des très très grandes, trop grandes différences de budget, les gens vont aller dans un hôtel, ils seront jamais contents, ou les gens qui ont moins d'argent vont se sentir toujours, ils vont toujours se plaindre que c'est trop cher. Donc c'est important que tout ça soit nommé dès le départ, qu'il n'y ait pas trop de surprises. Si vous voulez, à chaque fois qu'on a des attentes exagérées ou qui sont irréalistes, on est déçu. Et quand on est déçu, en général, on en veut à l'autre ou on s'en veut. Donc, il vaut mieux parler des attentes. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce voyage-là? Découvrir un pays, être avec des familles, que les enfants soient à la plage. Il vaut mieux annoncer nos désirs et que tout le monde soit un petit peu averti des projets, enfin des intentions de chacun dans ce voyage, pour qu'il n'y ait pas trop de désillusions ou d'attentes ou de non-dits. Et comment parler de tout ça sans avoir l'air psychorigide? Je pense pas que ça soit psychorigide. Si vous voulez, je pense qu'il faut nommer les choses. Il faut communication non violente. Je sais que tu voudrais ça, mais en même temps, il va se passer ça. Donc, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est pas de la psychorigidité, c'est de la transparence et de la réalité. Alors, faut-il choisir des amis qui ont le même profil que soi, finalement, pour s'accorder? Une famille si on part en famille, des gens qui ont le même budget. Faut-il partir avec son alter ego? Non, parce que regardez, dans les familles, il y a des gens âgés, il y a des gens de tous les âges, et on peut faire un voyage en famille qui peut être sympa, mais je pense qu'il faut trouver les bonnes conditions. Par exemple, on loue une maison avec beaucoup de chambres, et puis c'est ce que font un peu dans les gîtes. Tout le monde, si vous voulez, dans la famille, on choisit pas sa famille, donc on accepte les gens finalement tels qu'ils sont. Mais des amis, moi je pense qu'il faut avoir un petit peu des intérêts similaires. Ça veut pas dire que on voyage qu'avec des gens qui sont pareils que nous, ou qu'il y a une homogénéisation forcée, mais c'est sûr que les histoires de budget, si on veut se faire un bon restaurant, qu'il y a des gens qui peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas l'argent, donc ils sont obligés de les inviter, il faut quand même pas trop d'écart, ni de style de vie, des couches tard et des couches super tôt, ni des gens qui avec des enfants ou des bébés qui doivent revenir faire la sieste. Moi, je pense qu'il y a, dans ces cas-là, si vous voulez, il faut vraiment être très autonome et que certaines personnes accompagnent les gens avec des familles parce qu'ils ont envie d'être avec des enfants, mais c'est pas évident d'avoir une grande disparité de budget, d'intérêt, de curiosité, puis d'âge, où l'âge est aussi important, et de style de vie, dans un sens. Et une fois sur place, comment éviter les conflits? J'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, les conflits sont bons. Tout dépend. Un conflit n'est pas agression. Ça va être poser des limites. Les conflits, c'est être vrai avec soi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Est-ce que c'est un bon moment de me sacrifier au groupe, pas me sacrifier, mais de m'adapter au groupe, ou ça va être un sacrifice où je sais que ça va pas le faire? Et là, bien sûr, on va décevoir, mais bon, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous allez dire, vous savez quoi, c'est pas une bonne idée. Ou on part demain matin à 6h du matin, vous allez dire à 6h du matin avec les enfants, ça va être compliqué. Est-ce qu'on pourrait retarder? C'est ok d'avoir des conflits. Tout dépend comment on les résout. Si la personne dit, je suis tellement déçue que vous ne puissiez pas venir ce soir, je suis déçue, je suis triste, elle vous va dire, je comprends que tu es déçue, j'aurais bien aimé venir, mais là, c'est pas un bon moment, là, je suis épuisée, j'ai mal aux pieds, Donc, il va falloir ce petit dialogue d'harmonisation des différences. Donc, moi, je pense qu'il faut dire les choses dès le départ, pas agressivement, mais dire ce qu'on ressent en amont pour pas se retrouver avec une immense conflit en aval. Donc finalement, même si le casting n'est pas parfait, ce n'est pas un drame. On rencontre des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on n'imaginait pas comment ils pouvaient être. Il y a des gens qui se révèlent vraiment dans ces moments-là comme des personnes qu'on découvre et qu'on aime, qui deviennent des amis. Au final, ce n'est pas plus simple de partir tout seul? C'est pas la même chose. Pour certaines personnalités, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, déjà, on rencontre beaucoup plus de gens quand on est seul. Le groupe crée un espèce de bouclier. Quand on voyage seul, on rencontre beaucoup plus de gens.
Quand on voyage en couple, un peu moins, parce que le couple est un peu une bulle. Et quand on voyage en couple ouvert, on rencontre des gens. Quand on est seul, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'on est obligé, on dépend des gens et beaucoup de gens viennent vers vous. Donc, ça dépend ce qu'on veut, de nouveau. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on a besoin d'un voyage de retrouvailles avec soi ou d'explorer un endroit seul ou il y a des gens qui font le chemin de Compostelle tout seul et qui rencontrent des gens. Donc, tout ça, c'est selon notre désir et notre besoin d'itinérance du moment, si vous voulez. Merci Marion Blic d'avoir été avec nous. Merci et bon voyage à tous les voyageurs. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et auteur du livre « J'arrête les relations toxiques ». À bientôt.